Imaginez porter un nom de famille que vous n'avez pas choisi. Un nom de famille qui, dès que vous le prononcez, fait détourner le regard des gens. Un nom de famille qui figure dans les manuels d'histoire aux côtés de mots tels qu'extermination, déportation et chambres à gaz. Imaginez que ce nom de famille soit Himmler, ou Göring, ou Mengele. Pour la plupart des habitants de cette planète, cette question relève d'un exercice purement hypothétique. Mais pour un petit groupe d'hommes et de femmes nés en Allemagne sous le Troisième Reich, ce scénario n'était pas un cauchemar abstrait. C'était tout simplement leur vie. Dès qu'ils ont appris à parler, bon nombre de ces enfants ont prononcé un même mot comme s'il s'agissait d'une salutation quotidienne. Heil. Ils levèrent le bras avec la même aisance que n'importe autre enfant dit « de bonjour ». Ils ont grandi dans des manoirs confisqués, dans des villas avec des jardins où couraient des chiens de race aux côtés de domestiques ramenés des territoires occupés. Ils dormaient sous des portraits du Führer et prenaient leur petit déjeuner avec des hommes qui, l'après-midi, décidaient du nombre de personnes qui devaient mourir cette semaine-là. Le Troisième Reich n'était pas seulement une machine politique et militaire, c'était aussi un projet familial. La doctrine nationale socialiste consacrait le modèle de la famille nombreuse, germanique et racialement pure, comme l'un des piliers fondamentaux du nouvel ordre. Les épouses des dirigeants se faisaient concurrence pour incarner l'idéal de l'épouse et de la mère aryenne. Les enfants de ces mêmes dirigeants étaient, dans de nombreux cas, présentés comme des trophées vivants de la supériorité raciale que le régime prônait. Personne n'incarnait cela avec plus de clarté que Magda Goebbels, considérée comme la première dame officieuse du Troisième Reich. Aux côtés de son mari Joseph Goebbels, ministre de la propagande et architecte du contrôle total de l'information en Allemagne, elle eut 6 enfants dont le destin allait être le plus sombre qu'on puisse imaginer. Ils s'appelaient Helga, Hildegard, Helmut, Holdin, Hedwig et Heidrun. Tous leurs prénoms commençaient par la lettre H, en hommage délibéré au Führer. Ils avaient respectivement 12, 11, 9, 8, 6 et 4 ans lorsque leurs parents prirent la décision qui scellerait leur destin à jamais. Mais tous les enfants du Reich n'ont pas connu le même sort. Certains ont survécu. En août 1941, une fillette de 12 ans a parcouru les allées du camp de concentration de Dachau aux côtés de son père. Dans son journal intime, cette fillette a écrit ce qui suit. « Aujourd'hui, nous nous sommes promenés à Dachau et papa m'a montré les potagers où poussent la laitue, les céréales et les poiriers. Ensuite, nous avons vu les tableaux peints par les prisonniers. Ils étaient tous très beaux. À la fin, nous avons très bien déjeuné. » Cette fillette s'appelait Gudrun Himmler. Son père était Heinrich Himmler, Reichsführer SS, commandant en chef de l'organisation paramilitaire la plus puissante du Troisième Reich, principal architecte du système des camps de concentration et l'un des hommes les plus directement responsables de l'extermination de millions de personnes en Europe. Le camp de Dachau, que la petite Gudrun décrivait avec la neutralité de quelqu'un qui visite un jardin botanique, avait été inauguré le 22 mars 1933 comme le premier du genre. En 1941, lorsqu'elle s'est promenée sur ces sentiers, des dizaines de milliers de personnes y avaient été enfermées dans des conditions de famine, de travail forcé et de violence systématique. Cette entrée dans ce journal n'est pas le récit d'une créature monstrueuse, c'est quelque chose de plus inquiétant. C'est le témoignage d'une fillette qui a été dressée à ne pas voir, à regarder sans comprendre, à sourire là où il faudrait pleurer. Gudrun Himmler est née le 8 août 1929 à Munich. Elle était la fille unique de Heinrich Himmler et de Margaret Sigroth, une infirmière issue d'un milieu bourgeois. Elle était la seule descendante légitime du haut dignitaire, bien que Himmler eût également eu un fils né hors mariage avec sa secrétaire Hedwig Potast. Dès les premières années de son enfance, Heinrich manifesta à l'égard de Gudrun une dévotion qui frappait chez un homme connu pour sa froideur administrative. Il l'appelait « Puppi », ce qui signifie « petite poupée » en allemand. Il lui écrivait des lettres presque chaque semaine lorsque les obligations du Reich l'empêchaient d'être chez lui. Il la faisait venir en avion de Munich jusqu'à son quartier général pour la voir. Lors de ses rares moments de répit, il la promenait dans les installations qu'il supervisait lui-même, les lui montrant avec la fierté de celui qui fait découvrir son œuvre à un être cher. Son éducation fut marquée par l'idéologie dès le début.
Contrairement à d'autres enfants de hauts responsables qui se contentaient de s'imprégner de l'atmosphère ambiante sans recevoir d'enseignement formel, Gudrun fut envoyée par son père dans une NAPOLA, abréviation de Nationalpolitische Erziehungsanstalt, c'est-à-dire un établissement d'éducation politique nationale. Ces établissements constituaient le fleuron du système éducatif nazi, réservé aux enfants de l'élite du parti. La discipline y était sévère, les horaires militaires, et l'endoctrinement idéologique était aussi systématique que l'enseignement des mathématiques ou des langues. Gudrun, cependant, ne se distingua pas sur le plan scolaire et dut quitter l'établissement avant d'avoir terminé ses études. Malgré tout, les valeurs qu'elle y avait assimilées restèrent gravées en elle aussi profondément que la cendre s'incruste dans la pierre. En avril 1945, le monde que Gudrun connaissait commença à s'effondrer. Les troupes alliées avançaient depuis l'ouest et depuis l'est sur une Allemagne en pleine décomposition. Heinrich Himmler, qui avait été l'une des figures les plus puissantes du Reich pendant 12 ans, tenta, dans les derniers jours du conflit, de négocier avec les alliés occidentaux dans le dos d'Hitler. Un acte que le Führer considéra comme une trahison et qui entraîna son exclusion du parti avant le suicide du dictateur. Le 23 mai 1945, Himmler fut capturé par des soldats britanniques alors qu'il tentait de franchir la frontière avec de faux papiers. Il s'était rasé la moustache, s'était rasé la tête et portait un cache-œil. Cela ne servit à rien, il fut identifié et arrêté. Quelques heures plus tard, il mordit dans une capsule de cyanure qu'il avait cachée dans la cavité d'une dent et mourut avant que quiconque ne puisse l'en empêcher. Gudrun a appris la nouvelle alors qu'elle et sa mère avaient déjà été arrêtées par les forces américaines. La mère et la fille ont été transférées dans une succession de camps de prisonniers en Italie, en France et enfin en Allemagne. En 1946, elles furent conduites à Nuremberg, où elles devaient témoigner lors du plus important procès du siècle, celui qui jugeait les dirigeants du régime nazi pour crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Gudrun, qui avait alors 16 ans, déclara devant le tribunal ce qu'elle savait et ce qu'elle voulait qu'on croie qu'elle savait. Elle fut remise en liberté la même année. Ce qui s'ensuivit ne fut pas l'histoire d'une femme qui affrontait le passé. Ce fut l'histoire d'une femme qui consacra le reste de sa vie à le préserver. En 1951, Gudrun Himmler a rejoint une organisation clandestine appelée Stille Hilfe, ce qui signifie en allemand « aide silencieuse ». Cette organisation, fondée avec la participation de personnalités aussi inattendues que la princesse Sophie de Saxe-Weimar, fonctionnait comme un réseau de soutien pour d'anciens membres de la SS qui se trouvaient dans des situations judiciaires délicates, en fuite ou simplement dans le besoin de ressources financières pour reconstruire leur vie sous de fausses identités. Grâce à un vaste réseau de contacts s'étendant jusqu'en Argentine, en Bolivie, au Chili et au Paraguay, la Stille Hilfe fournissait des faux papiers, de l'argent et des voies de fuite à des criminels de guerre qui, sans cela, auraient dû faire face à des poursuites judiciaires en Europe. L'un des bénéficiaires avérés de ce réseau fut Klaus Barbie, l'officier de la Gestapo surnommé le boucher de Lyon, en raison des méthodes de torture qu'il avait utilisées contre des membres de la résistance française pendant l'occupation. Barbie, qui avait réussi à s'enfuir en Bolivie grâce à ces réseaux, a finalement été extradé vers la France en 1983 et condamné à la prison à perpétuité en 1987 pour crimes contre l'humanité. Selon des enquêtes journalistiques ultérieures, Gudrun Himmler avait contribué à financer une partie de sa défense. Dans les années 60, un chapitre encore plus sombre de sa biographie est révélé au grand jour plusieurs décennies plus tard. D'après des archives déclassifiées du gouvernement allemand, Gudrun a été employée entre 1961 et 1963 par le Bundesnachrichtendienst, les services secrets fédéraux de l'Allemagne de l'Ouest, sous un faux nom. L'agence était alors dirigée par Reinhard Gehlen, un général de la Wehrmacht qui avait dirigé les opérations de renseignement contre l'Union soviétique pendant la guerre et qui, après la défaite, avait été recruté par les services de renseignement américains avant de passer au service de la Nouvelle-Allemagne. Pour reconstruire l'agence, Gehlen recruta systématiquement des personnes ayant des liens avérés avec le nazisme et une expérience dans les activités anticommunistes. Gudrun était l'une d'entre elles. En 1963, à la suite d'une restructuration du gouvernement fédéral, elle fut licenciée en même temps que d'autres anciens membres du parti.
Au cours des décennies suivantes, Gudrun a pris le nom de famille de son mari, Wolf-Dieter Burwitz, un propagandiste aux sympathies nazies, et est devenue connue du grand public sous le nom de Gudrun Burwitz. Ce changement de nom répondait à une raison pragmatique. Dans l'Allemagne d'après-guerre, le nom de Himmler transformait chaque démarche administrative en interrogatoire. Cependant, au sein de son cercle idéologique, elle n'a jamais renoncé à son nom de famille, ni aux valeurs que celui-ci représentait. Elle était vénérée comme la princesse nazie, et lors de certaines réunions néo-nazies, on la surnommait, avec une ironie macabre, la mère Teresa des nationaux socialistes. En 2015, un journaliste britannique a réussi à se présenter à la porte de son domicile à Munich. Il l'a confrontée à des accusations directes. Elle aurait aidé des meurtriers, financé la défense de criminels de guerre et manqué de scrupules. Gudrun a répondu laconiquement « Je ne parle jamais de mon travail. Je fais simplement ce que je peux, quand je le peux. » Gudrun Himmler-Burwitz est décédée le 24 mai 2018 à Munich, à l'âge de 88 ans. Jusqu'au dernier jour de sa vie, elle portait une broche en argent représentant 4 chevaux disposés en forme de croix gammée, un cadeau de son père. Sa famille n'a pas rendu son décès public. Tous les petits-neveux d'Heinrich Himmler n'ont pas suivi cette voie. Catherine Himmler, descendante du frère du chef nazi, a publié en 2005 l'ouvrage Die Brüder Himmler, les frères Himmler, une analyse rigoureuse et critique du rôle de sa famille au sein du régime, fruit d'années de recherche dans les archives allemandes. Sa position était diamétralement opposée à celle de Gudrun, affronter le passé comme seul moyen de ne pas le répéter. Le fossé entre Gudrun et Catherine Himmler n'est pas seulement générationnel. Il reflète parfaitement la fracture morale que le nazisme a laissée, même au sein des familles elles-mêmes. Le 2 juin 1938, dans le vaste domaine de Karinhal, situé dans la forêt de Schorfheide, à environ 70 km au nord de Berlin, naquit une petite fille que son père accueillit comme si son arrivée avait été décrétée par l'État lui-même, car d'une certaine manière, c'était le cas. Sa naissance fut annoncée dans toute l'Allemagne avec la solennité d'un événement national. Son parrain n'était autre qu'Adolf Hitler en personne. Elle s'appelait Hedda Göring. Son père était Hermann Göring, Reichsmarschall, commandant en chef de la Luftwaffe, créateur de la Gestapo, successeur désigné d'Hitler, et l'un des hommes les plus puissants et les plus influents du Troisième Reich. C'était aussi l'un des plus extravagants. Sa résidence de Karinhal, ainsi baptisée en l'honneur de sa première épouse, la Suédoise Karen von Kantzow, décédée en 1931, était moins une maison qu'un palais privé aux dimensions démesurées pour toute autre fonction que celle de démontrer sa puissance. Elle comprenait des ailes en marbre, des salons de chasse, des écuries, une piscine intérieure et une collection d'œuvres d'art estimées à des centaines de millions de marks, dont une partie avait été confisquée à des familles juives dans les territoires occupés et une autre directement volée dans les musées des pays vaincus. Hedda a grandi dans cet univers d'abondance irréelle. D'après les témoignages recueillis dans les chroniques de l'époque, son père la comblait de cadeaux extraordinaires, des tableaux de maîtres flamands pour orner ses chambres d'enfance, des objets en porcelaine du XVIIIe siècle, des jouets en bois sculptés par des artisans bavarois. Elle courait dans les couloirs de Karinhal avec le naturel de celle qui ne connaît rien d'autre. La propagande nazie a souvent utilisé son image, la petite fille blonde, la fille parfaite du Reich. La deuxième épouse de Göring, Emmy Sonnemann, une actrice de théâtre qui avait rencontré le haut dignitaire en 1932, endossa naturellement le rôle de première dame du parti que les circonstances lui imposaient. Elle était cultivée, élégante et politiquement moins engagée que Magda Goebbels, bien qu'elle fût tout autant installée dans la bulle de privilèges que le régime créait pour ses favoris. Hedda l'adorait, et cette relation mère-fille allait être, dans les années à venir, le seul point d'ancrage de stabilité dans une vie qui allait se transformer en ruine. En janvier 1945, alors que le front de l'Est s'effondrait et que les armées soviétiques avançaient vers le cœur de l'Allemagne, la famille Göring quitta Karinhal. Hermann ordonna de faire sauter le domaine à l'explosif avant qu'il ne tombe aux mains de l'ennemi. Des décennies de collection, des tonnes d'œuvres d'art spoliées, le palais qui avait été le symbole le plus ostentatoire du pouvoir nazi, tout disparut dans une série d'explosions. Hedda avait 6 ans. Le fracas de ces détonations fut le son de la fin de son monde.
Hermann Göring a été capturé par les troupes américaines en mai 1945 dans la localité de Fischhorn, en Autriche. Il a été transféré au procès de Nuremberg, où il est devenu l'un des accusés les plus en vue, défiant le tribunal avec une intelligence qui a surpris ses juges. Il fut condamné à mort pour crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité le 1er octobre 1946. Hedda et sa mère furent internés dans une résidence contrôlée par les forces américaines à Bad Sachs, sur le territoire allemand. Elles y vécurent dans des conditions relativement confortables, mais sans liberté de mouvement. Elles furent libérées en 1946. Hedda a été autorisée à rendre visite à son père à la prison de Nuremberg avec une certaine régularité jusqu'à la nuit du 15 octobre 1946, lorsque Göring, quelques heures avant son exécution prévue, s'est donné la mort en ingérant du cyanure. D'après les enquêtes menées par la suite, la pilule avait été introduite dans la cellule par des moyens que le tribunal n'a jamais réussi à élucider définitivement. Il avait 53 ans. Hedda en avait 8. S'ensuivirent une enfance et une adolescence marquées par la pauvreté et la stigmatisation. Emmy Sonman, qui avait vécu dans le luxe pendant plus d'une décennie, dut se reconstruire une existence à partir de zéro dans l'Allemagne dévastée de l'après-guerre. Hedda l'accompagna, d'abord dans de modestes appartements en Bavière, puis dans une vie discrète qui s'étendit sur plusieurs décennies. Le gouvernement allemand avait saisi tous les biens de Göring, y compris les œuvres d'art qui n'avaient pas été détruites lors de l'explosion de Carinal. Hedda allait, dans les années qui suivirent, engager une série de recours juridiques pour tenter de récupérer une partie de ce patrimoine, arguant que bon nombre de ses œuvres avaient été des cadeaux personnels de son père. Les tribunaux allemands rejetèrent systématiquement ces demandes. À l'âge adulte, Hedda a travaillé pendant des années dans une clinique de rééducation où elle a acquis des connaissances en soins infirmiers et médicaux qui lui permettraient de s'occuper de sa mère pendant sa vieillesse. Emmy Sonman est décédée en 1973. Dès lors, Hedda s'est progressivement retirée de toute vie publique. Dans les rares interviews qu'elle a accordées au cours de sa vie, le schéma était toujours le même. Hedda parlait de son père avec une affection manifeste, décrivant les scènes familiales à Karin Hall, les jeux, les cadeaux, la tendresse domestique d'un homme qui, dans les archives historiques, apparaît comme l'un des plus grands criminels du siècle. Elle ne niait pas les crimes du régime avec la férocité idéologique de Gudrun Himmler. Elle les laissait simplement hors du tableau. Son père était l'homme qui lui offrait des peintures pour sa chambre, pas celui qui ordonnait des exécutions. Hedda Göring est décédée le 21 décembre 2018 à Munich, à l'âge de 80 ans. Sa famille n'a pas annoncé publiquement son décès et elle a été inhumée dans une tombe anonyme dans un cimetière de la ville, une décision prise par ses proches pour la protéger, même dans la mort, du fardeau d'un nom de famille dont elle n'a jamais pu se défaire. Un détail posthume définit avec précision la nature de son héritage. Le bateau sur lequel étaient autrefois invités les amis et connaissances de l'élite nazie, le yacht 42, que Hermann Göring avait baptisé en l'honneur de sa première épouse, a été photographié lors d'une fête dans les années 70 avec Hedda à bord, souriante, entourée de personnes qui se remémoraient le bon vieux temps du Reich avec une nostalgie que le reste du monde considérait comme aberrante. Cette photographie, plus que n'importe quelle déclaration publique, révèle le monde dans lequel Hedda a vécu enfermée. Le 10 mai 1941, un avion Messerschmitt Bf 110 décolla de la piste de la Luftwaffe à Augsbourg, en Bavière, à 17h45. Aux commandes se trouvait Rudolf Hess, troisième secrétaire du Reich et numéro 2 du Parti national-socialiste. Il n'emportait aucun passager. Il emportait en revanche une lettre destinée à son épouse Ilse, des photos de son fils de 3 ans, Wolf Rüdiger, ainsi qu'une mission dont personne d'autre au sein du gouvernement allemand n'avait connaissance. 4 heures plus tard, après avoir été parachuté au-dessus des champs écossais, près du village d'Eaglesham, il fut capturé par un agriculteur du nom de David McLean. Hess affirma vouloir rencontrer le duc d'Hamilton afin de négocier la paix entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Les Britanniques le considérèrent, au mieux, comme un fou. À Berlin, Hitler ordonna de faire croire que Hess était devenu fou. Wolf Rüdiger Hess est né le 18 novembre 1937 à Munich. Son prénom a été choisi en l'honneur d'Adolf Hitler, qui utilisait le pseudonyme Wolf
durant les premières années du mouvement nazi. Son parrain n'était autre que le Führer lui-même. Il avait 3 ans lorsque son père a disparu dans le ciel écossais et il ne le reverrait pas dans des conditions normales avant des décennies. Ilse Hess, sa mère, apprit la nouvelle du départ de son mari avec un mélange de stupéfaction et de fierté complexe. Fidèle à l'idéologie qu'elle partageait avec Rudolf, elle refusa de le condamner publiquement et se retira avec le petit Wolf dans la maison familiale de Bad Oberdorf, un hameau des Alpes bavaroises, où mère et fils vécurent les années de guerre dans un isolement que la chute du Reich transforma en stigmate. Ilse fut arrêté le 3 juin 1947 et transféré au camp d'internement de Augsburg-Göggingen, où elle fut détenue jusqu'en mars 1948. Wolf, qui avait alors 10 ans, fut confié à des proches. Rudolf Hess fut jugé à Nuremberg en 1946 et condamné à la prison à perpétuité pour complot, en vue de commettre des crimes contre la paix et des crimes d'agression. Le tribunal rejeta la peine de mort réclamée par certains procureurs, en partie parce que son rôle dans les atrocités les plus directes du régime était plus difficile à prouver que celui d'autres accusés. Il fut transféré à la prison de Spandau, à Berlin-Ouest, où il resta incarcéré pendant plus de 4 décennies, partageant les lieux avec d'autres condamnés de Nuremberg, puis, à partir de 1966, en tant que seul détenu d'une prison construite pour 600 prisonniers et gérée conjointement par les 4 puissances alliées. Wolf Rüdiger Hess a grandi avec cette réalité en toile de fond permanente. Il a étudié l'architecture à Munich et s'est construit une carrière dans ce domaine, mais la figure de son père enchaîné à Spandau est devenue le pivot de sa vie d'adulte. En 1967, à l'âge de 30 ans, il lança une campagne publique et politique pour obtenir la libération de Rudolf, arguant que l'âge avancé de son père, qui avait dépassé les 70 ans et son état de santé détérioré, rendait son incarcération prolongée cruelle et inutile. Elle obtint le soutien de personnalités politiques allemandes et britanniques, dont Willy Brandt. Le ministère soviétique des Affaires étrangères, dirigé par Andrei Gromyko, opposa systématiquement son veto à toute proposition de libération, arguant que Hess n'avait jamais manifesté le moindre repentir et qu'il continuait à clamer son innocence. C'était vrai. Dans sa déclaration finale devant le tribunal de Nuremberg, Rudolf Hess lui-même avait déclaré « Si je devais recommencer, j'agirais exactement comme j'ai agi, même si je savais qu'un bûcher m'attendait à la fin pour ma mort. » Le 17 août 1987, Rudolf Hess fut retrouvé mort dans le jardin de la prison de Spandau, un câble électrique autour du cou. Il avait 93 ans. Les autorités pénitentiaires ont déclaré qu'il s'agissait d'un suicide. Wolf Rüdiger Hess a rejeté cette version avec véhémence. Il a passé les années suivantes à enquêter sur les circonstances de la mort de son père et a publié 2 livres à ce sujet. Mon père Rudolf Hess, 1986, et Qui a assassiné mon père, Rudolf Hess, publié après la mort du vieil homme. Dans ces 2 ouvrages, il affirmait que les services secrets britanniques avaient assassiné son père pour l'empêcher, une fois libéré, de révéler des informations compromettantes sur les agissements de Londres pendant la guerre. Aucune enquête indépendante n'a corroboré cette théorie. Mais ce qui importe pour notre récit, ce n'est pas de savoir si Wolf Rüdiger avait raison ou tort dans son hypothèse sur la mort de son père. Ce qui importe, c'est ce qu'il a choisi de faire de sa vie, le défendre, non pas par indifférence ni par un déni de convenance, mais avec l'énergie active de celui qui se fait le champion d'une cause. En ce sens, Wolf Rüdiger ressemble davantage à Gudrun Himmler qu'à n'importe quel autre enfant de hiérarque nazi que nous examinerons. Il a choisi le mauvais côté de l'histoire en toute connaissance de cause. Wolf Rüdiger Hess est décédé le 24 octobre 2001 à Munich, à l'âge de 63 ans. Jusqu'à la fin, il a professé son admiration pour son père et pour l'homme qui avait été son parrain. Il y avait un potager, il y avait aussi une piscine, un jardin bien entretenu avec des fleurs de saison, des pommiers taillés avec soin et une serre où les tomates poussaient bien rangées sur leur tuteur en bois. Les 5 enfants de Rudolf Hess jouaient dans ce jardin presque tous les jours. L'aîné, Klaus, était passionné de chevaux. Brigitte cueillait des fraises des bois. Les plus petits couraient sur la pelouse, accompagnés par les aboiements des chiens de la famille en fond sonore. À 200 mètres du mur du jardin commençait Auschwitz-Birkenau.
Rudolf Höss fut nommé premier commandant du camp de concentration d'Auschwitz le 4 mai 1940, date à laquelle il arriva dans la petite ville polonaise d'Oświęcim, à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Cracovie, avec pour mission de transformer une caserne de cavalerie de l'armée polonaise en ce qui allait devenir le plus grand complexe d'extermination de l'histoire. Ce qu'il a construit au cours des années suivantes est sans précédent dans l'histoire de l'humanité, un système composé de 3 camps principaux et de 45 sous-camps, capables de traiter, et le mot « traiter » constitue déjà une déformation bureaucratique de l'horreur. Plus de 10 000 personnes par jour au moment de plus forte activité. On estime qu'entre 1,1 et 1,5 million de personnes ont été assassinées à Auschwitz sous son commandement, dont la grande majorité étaient des Juifs déportés de tous les pays occupés d'Europe. Pendant ce temps, Hedwig Höss, son épouse, s'occupait du jardin. D'après les mémoires que Rudolf a rédigées pendant sa captivité, avant d'être exécuté, il avait lui-même supervisé la construction et l'agrandissement de la villa familiale, en y ajoutant des ailes, en améliorant les installations et en veillant à ce que sa femme et ses enfants ne manquent de rien. « Tous les souhaits exprimés par ma femme ou mes enfants étaient exaucés », écrivit-il. Le mobilier de la salle à manger avait été confisqué à des familles polonaises déportées. Les manteaux de fourrure qu'Hedwig portait en hiver provenaient des entrepôts où étaient stockés les biens confisqués aux déportés à leur arrivée au camp. Brigitte Höss, la fille aînée, raconta des décennies plus tard que les enfants cueillaient des fraises dans le jardin sans savoir que la poussière noire qui les recouvrait parfois était de la cendre provenant des crématoires. Certains matins, lorsque le vent soufflait de l'est, une odeur particulière s'infiltrait par les fenêtres ouvertes de la villa. Hedwig ordonnait alors de les fermer. Lorsque Höss fut arrêté par les forces britanniques en mars 1946, alors qu'il se cachait sous l'identité d'un agriculteur dans la localité allemande de Sankt Michaelisdonn, dans le Schleswig-Holstein, ses enfants avaient entre 4 et 14 ans. Il fut jugé en Pologne et condamné à mort par la Cour suprême nationale polonaise le 2 avril en 1947 et pendu le 16 avril de la même année à l'endroit même où il avait exercé son autorité pendant des années, près de la première chambre à gaz d'Auschwitz. La vie des Höss après l'exécution de leur père fut celle d'une chute libre, passant du privilège à la stigmatisation. Hedwig refusa de chercher un emploi et dépendit pendant des années de réseaux informels de soutien entre anciens nazis. Les 5 enfants grandirent séparément, tentant de se reconstruire une existence sous le poids d'un nom de famille que l'histoire avait rendu synonyme de génocide industriel. Klaus Höss, l'aîné, a finalement émigré en Australie. Là-bas, il s'est construit une vie dont très peu de personnes de son entourage connaissaient tous les détails. Il a changé de nom de famille. Il n'a pas parlé de son père pendant des décennies. Brigitte Höss, qui avait vu son père pour la dernière fois alors qu'elle n'était encore qu'une petite fille, finit par s'installer aux États-Unis. En 2008, lorsque le documentaire L'architecte du mal revint sur la vie de Rudolf Höss, certains de ses descendants livrèrent de brefs témoignages sur ce que cela avait signifié de grandir dans cette villa à l'ombre d'Auschwitz. Leurs paroles reflétaient un mélange de traumatisme et de perplexité que l'on ne retrouve dans aucun ouvrage de psychologie. Ils avaient grandi en aimant un père qui était en même temps l'un des tueurs de masse les plus efficaces que le monde ait connus. En 2023, le réalisateur Jonathan Glazer a porté à l'écran l'histoire de la famille Höss dans la zone d'intérêt, un film adapté du roman éponyme de Martin Amis. Le film a remporté l'Oscar du meilleur film international cette même année et a su saisir, avec une froideur visuelle qui s'est avérée dévastatrice, exactement ce que les documents historiques nous avaient déjà appris. Que l'horreur et la vie domestique peuvent coexister sans que l'une annule l'autre. Qu'on peut arroser son jardin tandis que, de l'autre côté du mur, sont commis les pires crimes de l'histoire. On l'appelait Kronprinz, le prince héritier. Au sein du cercle restreint de la hiérarchie nazie, le fils aîné de Martin Bormann était considéré comme le successeur naturel de celui qui était, dans les faits, le deuxième homme le plus puissant du Reich. Son père, Martin Bormann père, avait gravi les échelons jusqu'au sommet de la pyramide du pouvoir grâce à un mélange de brutalité bureaucratique, de loyauté fanatique et d'une capacité à contrôler l'accès aux fureurs qu'aucun autre haut responsable n'avait réussi à égaler. En tant que chef de la chancellerie du parti et secrétaire personnel d'Hitler,
Bormann père décidait qui pouvait s'entretenir avec le dictateur, quels documents parvenaient sur son bureau et quelles propositions ne lui étaient jamais soumises. Pour de nombreux dirigeants du parti, y compris des hommes comme Göring et Goebbels, Bormann père était plus redoutable que n'importe quel ennemi extérieur. Il était le gardien de la porte. Martin Adolphe Bormann, fils né le 14 avril 1930, aîné des 10 enfants que Bormann père eut avec Gerda Buck, fille du dirigeant du parti Max Buck. Il fut baptisé du nom du Führer qui fut également son parrain. Il grandit à Obersalzberg, le complexe montagneux des Alpes bavaroises, où Hitler avait sa résidence secondaire du Berghof et où l'élite du parti passait des moments de repos ou de délibération. Dans ce cadre, les enfants des hauts responsables croisaient Hitler sur le chemin du petit déjeuner. Adolphe leur ébouriffait les cheveux, il leur donnait des bonbons. C'était oncle Adolphe. Lorsque Bormann Junior a commencé à présenter des problèmes de comportement et des résultats scolaires insuffisants, son père a pris une décision qui en disait long sur les méthodes éducatives de l'élite nazie. Il l'a envoyé dans une napola située sur les rives du lac de Starnberg en Bavière. Cette institution, décrite même par les parents les plus engagés dans le nazisme comme un lieu d'une extrême sévérité, appliquait une discipline alliant entraînement paramilitaire, mémorisation du Mein Kampf et formation idéologique à des journées d'exercice physique qui commençaient avant l'aube et ne s'achevaient que tard dans la nuit. À 13 ans, Martin Junior s'entraînait déjà au maniement des armes, défilait en uniforme et récitait des paragraphes entiers du livre du Führer comme s'il s'agissait de prières. Le 2 mai 1945, alors que les troupes soviétiques prenèrent Berlin et qu'Hitler était déjà mort dans son bunker, Martin Bormann père tenta de s'échapper de la ville encerclée. Il mourut au cours de cette tentative d'évasion, bien que son corps n'ait été identifié avec certitude qu'en 1998, lorsque des analyses ADN effectuées sur des restes osseux retrouvés à Berlin confirmèrent définitivement son identité. Pendant des décennies, l'hypothèse selon laquelle il aurait réussi à s'enfuir en Argentine a alimenté les théories d'un réseau de nazis en fuite en Amérique du Sud. Pour Martin Adolphe Bormann Jr., alors âgé de 15 ans, l'effondrement du Reich a coïncidé avec la disparition de ses deux parents. Sa mère Gerda était décédée d'un cancer en mars 1946 et son père avait disparu sans laisser de traces. Il s'est retrouvé seul, vêtu de l'uniforme des jeunesses hitlériennes et de la croix gammée cousue sur le bras, face à un monde qui avait détruit tout ce qu'il connaissait. Il erra pendant des semaines sur les routes de Bavière jusqu'à ce qu'un berger du nom de Theodor Schmid le recueille. Celui-ci l'hébergea dans sa ferme et lui offrit ce que le garçon n'avait jamais connu au cours de son éducation idéologique, une bonté sans condition. Cette expérience fut, selon ses propres déclarations ultérieures, le début d'une transformation qui allait le conduire sur le chemin le plus inattendu pour le fils de celui qu'on appelait le démon du Führer. Il se convertit au catholicisme et, des années plus tard, fut ordonné prêtre. Sous le nom de Père Bormann, comme on l'appelait dans les cercles ecclésiastiques qu'il affectionnait, il consacra une grande partie de sa vie adulte à travailler comme missionnaire dans des zones de conflit au Congo et dans d'autres pays africains, puis comme enseignant et éducateur. Il participa activement à des conférences et à des débats sur la culpabilité générationnelle et la responsabilité collective allemande. Il n'a pas évité de parler de son père, il l'a confronté directement, avec des mots oscillants entre la reconnaissance de l'horreur et la persistance d'une affection filiale qu'il ne pouvait tout simplement pas éteindre. « Je ne le déteste pas », a-t-il déclaré lors d'une des rares interviews qu'il a accordées. Pendant de nombreuses années, j'ai appris à faire la distinction entre mon père en tant qu'individu et mon père en tant qu'homme politique et officier nazi. Cet exercice de séparation, que certains spécialistes de la psychologie post-traumatique ont qualifié de dissociation narrative de l'objet parental, était à la fois son moyen de survie et sa limite morale la plus visible. Car Bormann père n'était pas seulement un fonctionnaire qui signait des documents, c'était l'homme qui a mené les politiques les plus agressives de persécution des catholiques, des juifs et des slaves dans les territoires occupés, qui a géré le travail forcé avec une efficacité implacable et qui a maintenu le Führer à l'écart de toute voix modératrice jusqu'à l'effondrement final. Martin Adolphe Bormann Jr. a été accusé en 2011, alors qu'il était déjà dans ses dernières années, d'avoir commis des abus sexuels sur des élèves lorsqu'il était enseignant.
il a invoqué la démence sénile. La procédure judiciaire a été interrompue en raison de ses problèmes de santé et il est décédé sans avoir été jugé. Le 11 mars 2013, Martin Adolf Bormann Jr. est décédé en Allemagne. Il avait 82 ans. Nikolaus Franz Frank, dit Niklas, est né en 1939. Il était le benjamin des 5 enfants que Hans Frank a eus avec son épouse Brigitte Herbst. Il était si jeune lorsque la guerre a éclaté que ses premiers souvenirs conscients remontent au couloir du château de Wawel, à Cracovie, en Pologne, où son père s'était installé en tant que gouverneur général des territoires polonais occupés par l'Allemagne. Hans Frank, avocat de formation, membre de la première heure du parti nazi et conseiller juridique personnel d'Hitler dans les années 1920, fut nommé gouverneur général le 12 octobre 1939. Quelques semaines après l'invasion de la Pologne. Depuis le château royal des rois de Pologne, transformé en siège du pouvoir allemand avec une rapidité qui ne laissait aucun doute sur l'intention de s'y installer durablement, Frank administra un territoire de 12 millions d'habitants en recourant à des méthodes alliant terreur systématique, travail forcé et extermination raciale. Les Juifs de la région furent d'abord concentrés dans des ghettos, puis déportés vers les camps d'extermination. Le ghetto de Varsovie, le plus grand de toute l'Europe occupée, fut créé sous sa juridiction en novembre 1940. Selon les estimations les plus largement admises par les historiens, environ 4 millions de personnes périrent sous son autorité directe. La mère de Niklas, Brigitte, était connue dans les milieux nazis sous le nom de « Reine de Pologne ». Elle se promenait dans Cracovie vêtue de manteaux de fourrure confisqués, organisait des banquets dans les salons du Wawel et fumait les mêmes cigarettes Camel que Niklas fume aujourd'hui, des décennies plus tard, dans la petite cabane en bois près de sa maison à Eklach, un village près de Hambourg. Hans Frank soupçonnait que Niklas n'était peut-être pas son fils biologique et l'appelait Fremdi, l'étrange ou l'étranger. Ce surnom définit avec une cruauté involontaire la relation qui les unissait. Niklas Frank faisait partie de ces enfants qui ont vu la Pologne avec les yeux de ceux qui appartiennent au camp du pouvoir. Il se souvient avoir été emmené par sa mère au ghetto de Cracovie pour faire des courses alors qu'il avait 4 ans et d'avoir ressenti la confusion dans le regard des enfants juifs qui le regardaient de l'autre côté de la clôture. Il ne comprenait pas ce qu'il voyait. Personne ne le lui a expliqué. Personne dans ce monde n'avait intérêt à ce qu'il comprenne. Hans Frank fut capturé par les forces américaines en mai 1945 dans la localité bavaroise de Berchtesgaden. Il avait sur lui 38 volumes de son journal intime, un compte rendu minutieux de ses activités en tant que gouverneur général qui allait devenir l'un des documents les plus accablants du procès de Nuremberg. Lors de son procès, il fut l'un des rares accusés à reconnaître avoir commis des crimes, déclarant que 1000 ans ne suffiront pas à effacer la culpabilité de l'Allemagne. Il fut condamné à mort et pendu le 16 octobre 1946. Niklas Frank avait 7 ans. Ce qui suivit fut une enfance et une adolescence marquées par la pauvreté, la stigmatisation et la manipulation d'une mère qui n'a jamais renoncé au récit de grandeur que le nazisme lui avait conféré. Brigitte Frank est morte sans reconnaître les crimes de son mari. Niklas a grandi en nourrissant une rancœur qui ne visait pas le régime abstrait, mais ses 2 parents bien concrets. Le père qui avait choisi la voie de l'extermination et la mère qui l'avait glorifié jusqu'à son dernier souffle. Ce n'est qu'après avoir dépassé la 50aine que Niklas Frank s'est mis à écrire. Le résultat fut Der Vater, le père, publié en 1987, un ouvrage extraordinaire par sa cruauté délibérée. Une condamnation systématique, page après page, de l'homme qui l'a mis au monde. Ce n'est pas un livre d'histoire conventionnel. C'est un règlement de compte personnel rédigé avec la précision de celui qui a passé des décennies à disséquer chaque acte de son père pour en découvrir la quintessence du mal. Lorsqu'on l'interroge sur Hans Frank, Niklas répond sans ambages que non seulement il ne lui pardonne pas, mais qu'il a activement soutenu sa condamnation à mort. « Je suis contre la peine de mort », a-t-il déclaré, « sauf dans le cas de mon père. Je suis égoïste. » Lors des conférences qu'il donne dans les lycées allemands, Niklas Frank emporte avec lui une photographie. Pas celle de son père en uniforme, ni celle du gouverneur dans les salons du Wawel. Il emporte la photographie de Hans Frank mort, pendue à la potence de Nuremberg. Il la montre. Il explique ce qu'elle représente.
et il ne demande pas de compréhension ni n'absout personne de la responsabilité de regarder. En 2015, le documentariste Philip Sands a réalisé le film My Nazi Legacy, Mon héritage nazi, dans lequel Niklas Frank et Horst von Wechter, fils d'Otto von Wechter, gouverneur nazi de Galicie et d'une partie de la Pologne, parcourent ensemble les lieux où leurs pères ont exercé le pouvoir. Le contraste entre les deux hommes est la synthèse parfaite de tous les choix possibles. Niklas condamne sans ambiguïté. Horst défend son père avec un mélange d'amour filial et de déni historique qui s'avère à la fois compréhensible sur le plan émotionnel et inacceptable d'un point de vue historique. Deux fils, le même passé, des réponses opposées. Niklas Frank vit aujourd'hui dans le petit village d'Ecklach, près de Hambourg. Il fume toujours des camels. Il continue à donner des conférences. Il a 82 ans. En juillet 2011, dans une salle des ventes new-yorkaise, une collection de 3380 pages de manuscrits a été vendue pour $245 000. L'acheteur était le fils d'un survivant de l'Holocauste, un juif ultra-orthodoxe qui a déclaré avoir acquis ces carnets dans le but de les publier afin de lutter contre le négationnisme. Ces carnets, qui couvraient la période allant de 1960 à 1975, contenaient des poèmes, des croquis, des notes autobiographiques et des réflexions idéologiques sur l'eugénisme, le métissage et ce que leur auteur appelait « le problème de la surpopulation ». L'auteur n'était autre que Joseph Mengele. Le docteur Joseph Mengele, Hauptsturmführer des SS, diplômé en médecine et en anthropologie physique des universités de Munich et de Francfort, est arrivé à Auschwitz-Birkenau en mai 1943. Au cours des 21 mois qui suivirent, il mena ce qu'il qualifiait de recherche scientifique sur les prisonniers du camp, selon une méthodologie que la communauté médicale et scientifique a par la suite qualifiée de torture déguisée en science. Son obsession principale portait sur les jumeaux. Il les soumettait à des expériences parallèles afin d'étudier les effets de différents traitements sur des organismes génétiquement identiques, ce qui lui permettait, selon sa logique, de doubler les données relatives à chaque décès. Il a également mené des expériences sur des personnes de petite taille, sur des individus ayant des couleurs d'yeux différentes et sur des nouveau-nés. Les prisonniers qui arrivaient par convoi sur la rampe de Birkenau se souviennent de lui debout, impeccablement en uniforme, pointant du doigt vers la droite ou vers la gauche. À droite, les travaux forcés, à gauche, la chambre à gaz. Cette image, reprise dans des milliers de témoignages de survivants, lui a valu le surnom de « Ange de la mort ». En janvier 1945, alors que l'armée rouge approchait d'Auschwitz, Mengele prit la fuite. Il traversa l'Europe avec de faux papiers et arriva en 1949 en Argentine, où le réseau d'évasion connu sous le nom d'Odessa et les liens de l'Église catholique par l'intermédiaire de certaines organisations d'aide aux réfugiés, les Ratlin ou lignes d'évasion, lui permirent de s'installer sous le nom de Helmut Gregor. Il vécut à Buenos Aires et dans l'arrière-pays argentin jusqu'en 1960, date à laquelle la capture d'Adolf Eichmann par le Mossad le poussa à quitter le pays. Il s'installa d'abord au Paraguay, puis au Brésil, où il passa ses dernières années à Sao Paulo et dans la ville de Bertioga. Rolf Mengele est né en 1944, alors que son père se trouvait déjà à Auschwitz. Sa mère, Irene Mengele, l'a élevé dans l'Allemagne d'après-guerre, dans le silence imposé par la famille paternelle comme stratégie de survie. Jusqu'à l'âge de 12 ans, Rolf ignorait l'existence de son père. L'explication officielle était qu'il était mort au combat. La correspondance que l'enfant recevait d'un certain oncle Fritz provenait en réalité de son propre père, qui écrivait sous différents faux noms depuis l'Amérique du Sud. En 1956, 2 révélations simultanées ont bouleversé le monde bien ordonné de cet enfant de 12 ans. La première, son père n'était pas mort. La seconde, ce père était Joseph Mengele. Les réactions de ses camarades de classe ont été immédiates et brutales. Les insultes se sont succédées pendant des années. Petit nazi, ton père est un criminel. Fils d'assassin. Rolf Mengele a grandi avec ce fardeau et avec une curiosité qu'il décrivait lui-même non pas comme de l'amour, mais plutôt comme le besoin de résoudre une énigme. Comment était l'homme dont il descendait? Qu'est-ce qui expliquait ce qu'il avait fait? Était-il possible de trouver en lui une réponse qui donnerait un sens à cet abîme? En 1977,
Rolf s'est procuré un passeport sous un faux nom et s'est rendu au Brésil pour rencontrer son père. Il y découvrit un vieil homme de 66 ans qui vivait dans la crainte permanente d'être démasqué, qui avait perdu l'arrogance du haut dignitaire mais pas la conviction de l'idéologue. Lorsque Rolf l'interrogea directement sur Auschwitz, sur les expériences, sur les morts, Mengele répondit par des propos évasifs. Son travail, dit-il, avait consisté à déterminer qui était apte au travail. Rolf ne le crut pas. Il n'avait aucune raison de le faire. Ce fut leur dernière conversation. Leur relation avait pris fin dans cette chambre de Sao Paulo. Le 7 février 1979, Joseph Mengele fut victime d'un accident vasculaire cérébral alors qu'il se baignait sur la plage de Bertioga et se noya. Il avait 67 ans. Il fut inhumé dans la commune d'Embu das Artes, dans l'état de Sao Paulo, sous le faux nom de Wolfgang Gerhard. Sa mort ne fut rendue publique qu'en 1985, lorsque sa dépouille fut exhumée et identifiée grâce à des analyses médico-légales. Rolf Mengele, qui savait où son père était enterré, garda le silence pendant ces 6 années sous la pression de la famille paternelle. En 1985, Rolf a décidé de rompre ce silence. Il s'est confié à la presse et a raconté son histoire avec une clarté qui ne laissait aucune place à l'ambiguïté. Il n'avait pas aimé son père au sens où l'on entend habituellement le mot « amour », mais il n'avait pas non plus pu échapper à cette attirance troublante qui le poussait à vouloir comprendre. Il a pris le nom de famille de sa mère afin que ses enfants n'aient pas à porter le fardeau du nom Mengele. En 2008, il s'est à nouveau exprimé publiquement, cette fois pour demander pardon aux communautés juives et aux familles des victimes d'Auschwitz. En juillet 2011, lorsque les journaux intimes de Joseph Mengele ont été vendus aux enchères à New York, Rolf n'a fait aucune déclaration. Il n'avait rien à ajouter. En août 2013, un architecte allemand de 79 ans a participé à un colloque sur l'urbanisme à Francfort et a évoqué l'avenir des villes durables. C'était un homme de constitution mince, aux cheveux entièrement blancs, dont le discours alliait précision technique et réflexion philosophique. Depuis des décennies, il fuyait une seule et même question qui pourtant le rattrapait toujours. « Êtes-vous le fils d'Albert Speer ?» Oui, il l'était. Albert Speer Jr. était le fils de l'architecte du Reich, du ministre de l'Armement et de la Production de guerre, de l'homme que les juges de Nuremberg avaient condamné à 20 ans de prison et qui, dans ses mémoires publiées en 1969 sous le titre « Mémoires du Troisième Reich », avait construit avec une grande maîtrise littéraire l'image du bon nazi. L'artiste pris au piège parmi des monstres, l'homme sensible qui ignorait ce qui se passait. Cette image, qui pendant des décennies fut acceptée avec une certaine bienveillance par une partie de l'historiographie occidentale, a commencé à s'effriter à partir des années 90. Lorsque des recherches plus rigoureuses ont démontré qu'Albert Speer, père, était pleinement conscient du recours au travail forcé dans les usines d'armement qu'il dirigeait. Il savait. Ce n'était pas un artiste perdu dans la machine. Il était l'un des rouages fonctionnels de cette machine. Albert Speer, fils lui-même, a publiquement soutenu cette révision. « Mon père n'était pas innocent », a-t-il déclaré dans une interview accordée en 2010 au quotidien Süddeutsche Zeitung. « Je suis conscient de ce qu'il a fait. Il m'a fallu toute une vie pour le dire clairement. » Albert Speer Jr. a perpétué la tradition familiale dans le domaine de l'architecture. Son grand-père et son arrière-grand-père l'avaient fait avant lui. En 1964, il a fondé à Francfort le cabinet Albert Speer et Partner, qui est devenu au fil du temps l'un des cabinets d'architecture et d'urbanisme les plus respectés d'Allemagne. Son travail se distinguait de celui de son père sur tous les plans possibles. Là où le père construisait des monuments destinés à intimider, le fils concevait des espaces pensés pour les gens. Il a participé à l'aménagement urbain de villes en Arabie Saoudite et en Chine et a conçu des installations sportives pour les Jeux Olympiques. Son cabinet a été sélectionné pour concevoir les stades des Coupes du monde de football d'Afrique du Sud en 2010 et du Qatar en 2022, une ironie de l'histoire que les médias internationaux n'ont pas manqué de souligner, le fils de l'architecte d'Hitler construisant les stades de l'événement sportif le plus regardé de la planète. Albert Speer Jr. est décédé le 15 septembre 2017 à Francfort, à l'âge de 83 ans. Jusqu'à la fin, il n'appréciait pas qu'on l'appelle Junior.
Ses frères et sœurs, 6 au total, ont suivi des parcours divers. La plupart ont tenté de prendre leur distance par rapport à leur nom de famille, avec plus ou moins de succès. Certains ont changé de nom, d'autres ont émigré. L'héritage de leur père a été, pour chacun d'entre eux, un fardeau qu'ils ont porté avec plus ou moins de visibilité, sans jamais pouvoir s'en débarrasser complètement. Le 1er mai 1945, dans le bunker situé sous la chancellerie du Reich à Berlin, alors que l'armée rouge se battait rue par rue à moins d'1 kilomètre de là où il se trouvait, Magda Goebbels prépara ses 6 enfants à la mort. Ils se trouvaient dans ce bunker depuis plusieurs jours. Hitler s'était suicidé le 30 avril. Le Reich s'était effondré. Le bruit des obus soviétiques était incessant. Les plafonds vibraient à chaque impact et la poussière tombait en cascade des fissures du béton. Helga avait 12 ans. Hildegard, 11. Helmut, 9. Holdin, 8. Hedwig, 6. Heidrun, 4. Dans une lettre adressée à son fils aîné Harald, qui était alors prisonnier des Alliés en Italie, Magda Goebbels a expliqué sa décision avec le sang-froid de celle qui est parvenue à une conclusion irréfutable. Le monde qui succédera au Führer et au national-socialisme ne mérite pas que nous y vivions. J'emmène les enfants avec moi, car ils sont trop bons pour la vie qui s'annonce. Un Dieu miséricordieux comprendra que je leur offre le salut. Le dentiste de la SS, Helmut Kunz, a administré de la morphine aux 6 enfants pour les endormir. Magda Goebbels, selon les reconstitutions médico-légales réalisées des décennies plus tard, a personnellement glissé une capsule de cyanure entre les dents de chacun d'entre eux pendant leur sommeil. Les analyses effectuées sur les restes retrouvés dans le jardin de la chancellerie en 1945 ont confirmé qu'Helga, l'aînée, présentait sur le corps des traces correspondant à une tentative de résistance avant de mourir. Elle n'était peut-être pas complètement endormie. Helga avait 12 ans. Elle a résisté. Joseph Goebbels et Magda se sont suicidés peu après, lui d'une balle, elle en ingérant du cyanure. Les 6 enfants ont été enterrés provisoirement dans le jardin de la chancellerie. Leurs restes n'ont été exhumés et identifiés définitivement que dans les années 1990. Traudl Jung, la dernière secrétaire particulière d'Hitler, qui se trouvait dans le bunker à cette époque et qui a été le sujet du documentaire Im Toten Winkel, l'angle mort d'Hitler, en 2002, se souvenait que Magda Goebbels lui avait dit quelques jours auparavant « Mieux vaut que mes enfants meurent plutôt que de grandir dans la honte et l'opprobre. Nos enfants n'ont pas leur place dans l'Allemagne qui verra le jour après la guerre. » Harald Kant, le fils de Magda, issu de son premier mariage avec l'industriel Günther Kant, a survécu à la captivité. Il a été libéré en 1947. Il est retourné en Allemagne et a pris la direction du groupe Kant, l'un des plus grands empires industriels de l'Allemagne de l'Ouest, dont les activités s'étendèrent du textile à la pharmacie en passant par une participation décisive dans BMW. Il est mort en 1967 dans un accident d'avion au-dessus de l'Italie. Ses 4 filles ont hérité d'une fortune considérable et de l'héritage complexe d'une mère qui avait préféré tuer ses frères et sœurs plutôt que de les voir grandir sans le Reich. Peu de noms de famille allemands portent aussi précisément le poids de l'horreur que celui d'Eichmann. Adolf Eichmann, SS Obersturmbannführer et chef de la section 4B4 du Bureau central de sécurité du Reich, RSHA, était le fonctionnaire chargé de coordonner la logistique de la déportation et de l'extermination des Juifs d'Europe. C'était l'homme qui veillait à ce que les trains arrivent à l'heure à Auschwitz, à Treblinka, à Sobibor et à Belzec. Lorsqu'en 1944, il coordonna la déportation de plus de 400 000 Juifs hongrois vers les camps d'extermination en l'espace d'à peine 2 mois, il fit preuve d'une efficacité administrative dont la seule conséquence mesurable était la mort. Eichmann s'est enfui d'Allemagne en 1945, a utilisé le faux nom de Ricardo Clément et s'est installé en Argentine, où il a vécu dans la banlieue de Buenos Aires connue sous le nom de Florida, dans la province de Buenos Aires, dans un relatif anonymat. Le 11 mai 1960, des agents du Mossad israélien l'ont capturé rue Garibaldi à San Fernando, après des mois de surveillance. Il a été transféré clandestinement en Israël, où il a été jugé à Jérusalem en 1961 et exécuté par pendaison le 31 mai 1962. Ce fut le premier et, à ce jour,
le seul cas où Israël a appliqué la peine capitale. Adolf Eichmann a eu 4 fils, Klaus, Horst, Dieter et Ricardo. Leurs chemins se sont séparés d'une manière qu'aucun scénariste n'aurait pu imaginer. Klaus Eichmann, l'aîné, et Horst Eichmann, le cadet, ont suivi leur père dans ses convictions. Lorsque Eichmann fut capturé à Buenos Aires, Klaus et Horst, qui vivaient eux aussi en Argentine, tentèrent par tous les moyens d'organiser son sauvetage. Ils fondèrent, avec d'autres sympathisants du nazisme dans le pays, le Front National Socialiste Argentin, une organisation créée dans le but déclaré de faire pression pour obtenir le retour de leur père depuis Israël. L'organisation échoua dans son objectif, comme on pouvait s'y attendre. Après l'exécution d'Eichmann en 1962, le front a changé de cap. Il a abandonné sa façade politique et s'est lancé dans des activités criminelles à caractère anticommuniste, nouant des liens avec le mouvement Tacuara, un groupe nationaliste argentin qui alliait l'antisémitisme à des actes de terrorisme de rue. Tacuara a même revendiqué des attentats à la bombe à Buenos Aires dans les années 60. Dieter Eichmann, le troisième fils, adopta une position intermédiaire et discrète qui consistait essentiellement à disparaître de la vie publique. Ricardo Eichmann, le plus jeune, a choisi une voie opposée à celle de ses frères aînés. Il est devenu archéologue et a mené une carrière universitaire reconnue en Allemagne dans le domaine de l'archéologie du Proche-Orient. Il n'accorde aucune interview au sujet de son père. Il n'a jamais nié les crimes d'Eichmann père, mais il n'a pas non plus cherché à faire de sa vie une déclaration publique. Aux côtés d'Albert Speer Jr. et de Martin Bormann Jr., il a fondé ou soutenu des organisations vouées à l'aide aux victimes du nazisme. Le contraste entre les 4 enfants d'Adolf Eichmann est, à petite échelle, le reflet de toutes les réponses possibles face à l'héritage de l'horreur. En 1958, chaque été, un petit village alpin d'Autriche se remplissait d'hommes et de femmes aux cheveux gris qui se saluaient en allemand avec une familiarité qui excluait tout étranger. C'étaient des vétérans de la SS, des veuves de hauts responsables, des enfants de commandants de camp. Ils se réunissaient pour commémorer ce qu'ils appelaient les sacrifices du mouvement. Ils se considéraient comme des victimes de l'histoire. Et dans ce cercle, assise à l'écart mais recevant l'attention réservée à la royauté, se trouvait toujours Gudrun Himmler-Burwitz. L'organisation Stille Hilfe, aide silencieuse, a opéré dans l'ombre pendant des décennies au sein de la société allemande d'après-guerre. Elle n'avait pas de siège officiel, elle ne publiait pas de comptes annuels, elle n'enregistrait pas ses membres dans un registre accessible. Elle fonctionnait grâce à un réseau de contacts personnels, de comptes bancaires privés et à la confiance absolue entre des personnes partageant le secret de leur passé. Sa mission, telle que la définissaient ses propres membres dans les rares moments où ils en parlaient, était de prendre soin des nôtres. Les nôtres comprenaient des officiers de la SS condamnés pour crimes de guerre qui purgeaient leur peine dans des prisons allemandes et qui recevaient, par l'intermédiaire de l'organisation, une aide financière pour leurs familles. Ils comprenaient également des fugitifs qui s'étaient enfuis en Amérique du Sud et qui avaient besoin de renouveler de faux papiers, d'obtenir de nouvelles identités ou simplement de recevoir de l'argent pour subsister. Et dans certains cas avérés, cela comprenait également des criminels menacés d'extradition et dont les frais de défense juridique étaient partiellement pris en charge par les fonds de l'organisation. L'un de ces cas fut celui de Klaus Barbie. Johann Barbie, dit Klaus, né en 1913 à Bad Godesberg, fut officier de la Gestapo à Lyon entre 1942 et 1944. Au cours de cette période, il supervisa la torture et l'exécution de résistants français, de juifs et de personnes de tous horizons tombées entre les mains de la police de sécurité allemande. On estime qu'il a été responsable de la mort de 4 000 à 14 000 personnes dans cette région. Parmi ses victimes les plus connues figure Jean Moulin, le chef de la résistance française, arrêté en juin 1943 et mort sous la torture. Barbie a réussi à s'échapper de France grâce au réseau d'évacuation de l'après-guerre et s'est réfugié en Bolivie où il a vécu sous le nom de Klaus Altmann pendant plus de 30 ans. En 1983, elle a été extradée vers la France où elle a été jugée à Lyon, la ville où elle avait commis ses crimes, et condamnée en 1987 à la réclusion à perpétuité pour crimes contre l'humanité. Elle est décédée en prison en 1991.
Au cours de ces années de procès, Still Hilfe et Gudrun Himmler-Burwitz ont contribué, selon des enquêtes journalistiques qui n'ont pas été réfutées, à financer une partie de sa défense. Gudrun n'a jamais confirmé ni infirmé ses affirmations de manière directe. Sa seule déclaration enregistrée à ce sujet, face au journaliste britannique qui s'est présenté à sa porte en 2015, a été « Je ne parle jamais de mon travail. Je fais simplement ce que je peux quand je le peux ». C'est une phrase que l'on pourrait interpréter comme celle d'une personne qui refuse simplement toute intrusion, ou comme celle de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il a fait et n'a pas l'intention de s'en excuser. Il existe une troisième voie entre la défense active et la condamnation publique, et de nombreux enfants de hauts responsables nazis l'ont empruntée. Le silence. Ni le déni véhément de Gudrun Himmler, ni la confrontation directe de Niklas Frank, mais le silence comme stratégie de survie et comme moyen de ne pas avoir à répondre à une question qui n'a pas de réponse satisfaisante. Ce silence revêtait différentes facettes. Eda Göring a pris la parole en public à quelques occasions au cours de sa vie, mais toujours dans les limites de la sphère domestique, privée et affective. Le Reich en tant que système, en tant que machine d'extermination, en tant que projet politique, n'existait pas dans ses récits. Il n'y avait que le père qui lui offrait des cadeaux, la mère qui lui apprenait à bien se comporter, le parrain Adolphe qui lui ébouriffait les cheveux lors des visites au Berghof. Rolf Mengele a pris la parole, mais il lui a fallu des décennies pour le faire. Et lorsqu'il l'a fait, c'était avec la sobriété de celui qui sait qu'aucun mot ne peut alléger le fardeau qu'il porte. Il a changé de nom de famille. Il a demandé pardon aux victimes. Puis il s'est à nouveau tu. Klaus Heuss, le fils aîné du commandant d'Auschwitz, a émigré en Australie. Il a changé de nom de famille. Il n'a rien dit. Wolf Rüdiger Hess a pris la parole, mais dans un sens opposé. Il a utilisé sa voix pour défendre son père et clamer son innocence. Lui aussi a choisi le silence face aux crimes du régime, mais c'était un silence actif, façonné par l'idéologie. Dans tous ces cas, il existe un dénominateur commun que les psychologues spécialisés dans ce qu'on appelle le traumatisme transgénérationnel ont identifié au cours de décennies de travail auprès des descendants de bourreaux. La difficulté de dissocier l'amour filial de l'évaluation morale des actes du père. Aimer quelqu'un et reconnaître que cette personne était un criminel ne sont pas des opérations cognitives que le cerveau humain effectue facilement. L'enfance tisse des liens affectifs avant que la raison adulte ne puisse les remettre en question. Et lorsque cette raison adulte s'impose enfin, elle se heurte à une image du père qui s'est construite au fil d'années de vie commune, de souvenirs chargés d'émotions, de moments qui ne ressemblent en rien aux monstres décrits dans les livres d'histoire. C'est pourquoi Eda Göring se souvenait d'un père qui lui offrait des couleurs. C'est pourquoi Gudrun Himmler se souvenait d'un père qui l'appelait « Pupi » et la faisait venir en avion pour la voir. C'est pourquoi Martin Bormann Jr. disait qu'il ne détestait pas son père, même s'il reconnaissait ses crimes. L'amour qu'ils ont ressenti dans leur enfance était réel. Ce que leurs parents ont fait l'était également. Et l'impossibilité de concilier ces deux réalités est la blessure que ces hommes et ces femmes ont portée toute leur vie. En 2007, deux femmes ont pris une décision qui, dans tout autre contexte, aurait semblé purement personnelle, mais qui, dans le leur, revêtait la gravité d'une déclaration historique. Bettina Göring et son frère, également appelé, dans la source documentaire son cousin, ont décidé de se soumettre à une stérilisation volontaire. L'histoire exacte de cette branche de la famille Göring est complexe. Selon le documentaire Hitler's Children, les enfants d'Hitler, réalisé en 2011 par le réalisateur israélien Chanok Zehevi, plusieurs descendants de dirigeants nazis se sont exprimés avec une franchise inhabituelle sur leur rapport à l'héritage de leurs ancêtres. Parmi eux, Bettina Göring, petite nièce d'Hermann Göring, a déclaré avoir subi une stérilisation volontaire à l'âge de 30 ans. Son frère, dont le nom complet n'a pas été révélé publiquement, aurait pris la même décision. La raison invoquée, s'assurer que la lignée familiale ne se perpétue pas, que personne d'autre ne naisse avec le nom de famille Göring. « Je ne veux pas transmettre ce nom de famille », a déclaré Bettina. « Je ne veux pas qu'un autre enfant porte le fardeau que j'ai moi-même porté. » Cette décision, qui peut être interprétée de multiples façons, allant de l'acte de responsabilité le plus radical qu'on puisse imaginer à une forme d'autopunition qui n'incombe qu'à l'auteur des faits lui-même,
définit avec précision la profondeur du traumatisme que représente le nom de famille Göring, pour ceux qui le portent sans l'avoir choisi. Bettina Göring a travaillé pendant des années comme conseillère et thérapeute, reconnaissant publiquement les crimes de son grand-oncle et consacrant une partie de sa vie à la sensibilisation à l'Holocauste. Lorsqu'on évoque les enfants des dirigeants nazis, on oublie facilement que derrière chaque histoire individuelle se cache une architecture de données qui donne à ce récit sa véritable dimension. Les principaux dirigeants du Troisième Reich, qui ont été jugés à Nuremberg ou identifiés comme responsables directs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, ont laissé derrière eux un nombre difficile à quantifier avec précision, mais estimé par divers historiens à plus de 200 enfants directs et descendants de première génération. Si l'on élargit le cercle aux commandants de camps de concentration, aux chefs régionaux de la SS, aux gouverneurs des territoires occupés et aux hauts responsables de l'appareil policier et bureaucratique du Reich, ce nombre se multiplie de plusieurs ordres de grandeur. La plupart de ces enfants n'ont fait l'objet d'aucune attention de la part des historiens ni de la presse. Ils ont changé de nom de famille, ils ont émigré, ils ont mené une vie discrète dans des villes allemandes, autrichiennes, argentines, australiennes et américaines, sans que personne de leur entourage ne sache qui avaient été leurs parents. Certains spécialistes de l'histoire allemande d'après-guerre ont fait valoir que l'absence d'un programme systématique d'accompagnement psychologique pour les descendants des auteurs de crimes nazis a constitué l'une des erreurs les plus passées sous silence du processus de dénazification. Les institutions alliées, puis l'État allemand, se sont concentrés sur juger à les responsables directs, avec des résultats très insuffisants, étant donné que la plupart des crimes n'ont jamais été jugés, et à sensibiliser la société dans son ensemble. Mais personne ne s'est demandé ce qui se passait dans les foyers où des enfants de 10, 12 ou 15 ans savaient que leurs parents étaient en prison pour avoir commis des crimes inimaginables, ou savaient que leurs parents étaient morts sans avoir été jugés. Les conséquences de ce vide transparaissent dans les histoires que nous avons retracées. Certaines de ces personnes ont trouvé leur propre chemin vers la confrontation et la prise de responsabilité. D'autres se sont perdus dans la défense de l'agresseur, car c'était le seul moyen de préserver l'image du père qu'elles aimaient dans leur enfance. Et d'autres encore ont tout simplement disparu, faisant du silence leur seule réponse possible. À l'automne 1989, lorsque le mur de Berlin est tombé et que l'Allemagne divisée a entamé son processus de réunification, une question qui n'avait jamais trouvé de réponse définitive a également refait surface. Comment construire une identité nationale qui intègre la mémoire du nazisme sans que cette intégration ne se transforme ni en glorification ni en amnésie? La réponse allemande à cette question a été, d'un point de vue historique, remarquable. La République fédérale d'Allemagne a très tôt mis en place des mécanismes juridiques de poursuite des crimes de guerre qui, bien qu'imparfaits et insuffisants au cours de leur première décennie, ont gagné en efficacité au fil du temps. Le procès le plus récent et le plus emblématique fut celui d'Oskar Gröning, le comptable d'Auschwitz, jugé en 2015 à l'âge de 93 ans pour complicité dans l'assassinat de 300 000 personnes et condamné à 4 ans de prison. Gröning incarnait le fait que l'Allemagne n'avait pas l'intention de laisser la mémoire de ces crimes tomber en désuétude. Parallèlement, l'enseignement de l'Holocauste a été intégré de manière obligatoire dans les programmes scolaires allemands dès les années 60, avec un niveau d'approfondissement qui n'a cessé de croître. Les mémoriaux se sont multipliés. Le mémorial aux Juifs assassinés d'Europe inauguré à Berlin en 2005 occupe tout un pâté de maisons au centre de la capitale allemande et se compose de 2711 blocs de béton de différentes hauteurs disposés dans un espace que le visiteur doit parcourir physiquement. Il n'y a pas de nom sur ces blocs, il n'y a pas de sculpture. Seulement du volume, de l'espace et le malaise de marcher parmi des masses de pierre dont l'échelle évoque, sans les représenter, les masses de victimes. Des personnalités telles que Niklas Frank et Rolf Mengel participent régulièrement à ces initiatives, en se rendant dans les écoles et les lycées pour livrer leurs témoignages sur ce que signifie grandir en sachant qui était son père. Leurs voix s'inscrivent dans un système de mémoire collective que l'Allemagne a construit avec un effort conscient et qui, dans son imperfection et sa continuité, représente l'une des tentatives les plus sérieuses qu'une nation ait jamais entreprises pour ne pas répéter ce qui a été. Gudrun Himmler-Burwitz a également pris part à ces décennies,
mais du côté opposé. En utilisant les réunions nostalgiques, les réseaux clandestins et l'argent de la Stilhilfe pour entretenir parmi ceux qui n'ont jamais renoncé au rêve du Reich le souvenir de ce qui fut comme une possibilité de ce qui pourrait redevenir. Le contraste entre ces deux projets, celui de la mémoire critique et celui de la mémoire complaisante, est le même qui définit l'histoire de tous les enfants des dirigeants nazis. Ce n'est pas un contraste entre le bien et le mal dans l'abstrait, mais entre le choix conscient de regarder et le choix tout aussi conscient de ne pas regarder. À Berlin, dans le quartier de Neukölln, vit une femme qui s'appelle Monika Goeth. C'est une artiste plasticienne. Son travail s'articule presque exclusivement autour de son nom de famille, car ce nom est celui d'Amon Goeth, le commandant du camp de concentration de Płaczów, dans la banlieue de Cracovie, que Schindler a inscrit sur sa liste et qui a été jugé et exécuté en 1946 par la Cour suprême nationale polonaise. Monika Goeth n'est pas la fille directe d'Amon Goeth, c'est sa petite-fille. Elle ne l'a jamais connue, mais depuis son adolescence, lorsqu'elle a découvert qui était son grand-père, elle a fait de cet héritage la matière première de son travail artistique et de sa réflexion publique. Elle a participé à des documentaires. Elle s'est rendue sur les lieux où son grand-père a semé la terreur. Elle s'est entretenue avec des survivants. Et elle est parvenue à une conclusion qui résume avec précision le dilemme auquel sont confrontés tous les descendants des auteurs de ces crimes. Je n'ai pas choisi ce nom de famille, mais j'ai la responsabilité de ce que j'en fais. Cette phrase aurait pu être prononcée par Niklas Frank, par Rolf Mengele, par Albert Speer Jr. ou par Bettina Göring. C'est la phrase qui résume la seule réponse moralement cohérente qui s'offre à quelqu'un né dans ces familles. Non pas la culpabilité pour les crimes du père qui n'appartient pas au fils, mais la responsabilité vis-à-vis de la mémoire qui, elle, lui appartient bel et bien. Il y a des descendants de hauts responsables nazis qui ont courageusement choisi d'assumer cette responsabilité, comme Niklas Frank qui montre depuis des décennies dans les écoles la photo du cadavre de son père, car il estime que la vérité qui dérange est le seul remède contre la répétition. D'autres l'ont assumé avec la discrétion de ceux qui préfèrent le silence au spectacle, sans pour autant tomber dans l'oubli, comme Rolf Mengele, qui a changé de nom de famille et a demandé pardon sans en faire une carrière publique. Et il y a ceux qui l'ont ignoré avec la même détermination qu'ils ont mise à ignorer les crimes commis par leur père. L'histoire des enfants des dirigeants nazis n'a pas de dénouement unique ni de morale simple. C'est, comme toute histoire humaine qui mérite d'être racontée, une histoire de contradiction, d'amour et d'horreur coexistant dans un même espace, d'enfants qui ont été façonnés par un régime qui les a utilisés à des fins de propagande et qui, ensuite, lorsque ce régime est tombé, se sont retrouvés seuls face à la question à laquelle aucune idéologie ne peut répondre. Que faire maintenant de ce que je suis ? La réponse de Gudrun Himmler fut « Je défends ce que j'ai été ». La réponse de Niklas Frank fut « Je condamne ce qu'il a été ». La réponse de Niklas Frank fut « Je condamne ce qu'il a été ». La réponse de Martin Bormann Jr. fut « Je cherche dans la foi que la politique ne peut offrir ». La réponse de Rolf Mengele fut « Je demande pardon et je m'éloigne ». La réponse d'Eda Göring fut « Je ne me souviens que de ce que j'ai aimé ». La réponse de Bettina Göring fut « Je romps avec ce nom de famille pour qu'il ne perdure pas ». Aucune de ces réponses n'efface ce qui s'est passé. Aucune ne rend la vie aux victimes. Aucune ne répare les dégâts d'une guerre qui a fait entre 50 et 70 millions de morts dans le monde entier et qui a concentré en Europe le pire génocide systématique de l'histoire documentée. Mais certaines de ces réponses contribuent à ce que la mémoire reste vivante. Et la mémoire, comme le savent mieux que quiconque ceux qui l'ont étudiée, est le seul véritable rempart contre la répétition,